Première année, je me suis rendu compte qu'après avoir terminé le vidéo, que le son n'a pas été enregistré. Bon, je vais reprendre le début, c'est pas grave. Donc, pendant cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous présenter un autre exemple d'examen local en matière d'SVT pour les élèves de troisième année. Alors, commençons comme toujours par la restitution des connaissances. Alors, on vous demande de donner la définition des expressions suivantes. C'est quoi un aliment composé? C'est quoi une carence alimentaire? C'est quoi une ration alimentaire? Donc, un aliment composé, comme vous le voyez ici, un aliment est composé. Composé de quoi? Bien sûr, il est composé de plusieurs catégories d'aliments simples. Carence, c'est le manque d'un aliment simple dans l'alimentation, que ce soit protéines, lipides, glucides ou bien plusieurs. Ration alimentaire, ce qu'on doit manger pendant 24 heures. Ce sont difficiles, vous devrez les savoir. Donc, si vous avez des expressions et vous demande de mettre une croix dans la case correspondante, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Donc, les acides aminés résultent de la digestion des lipides. Tous les nutriments traversent la paroi de l'intestin grêle. Le plasma transporte une grande quantité de CO2. La lymphe est constituée par le plasma et les globules rouges. Donc, les acides aminés, comme vous le savez, c'est la décomposition, la dégradation des protéines, pas des lipides. Donc, la proposition est fausse. Tous les nutriments traversent la paroi de l'intestin grêle. Bien sûr, l'eau, les sels minéraux, les vitamines, etc. dégradés, les protéines, lipides, ils vont traverser la paroi de l'intestin grêle. Le plasma transporte une grande quantité de CO2, bien sûr. Au contraire, pour le dioxygène est transporté par les globules rouges, exactement par l'hémoglobine. La lymphe est constituée par le plasma, bien sûr, mais pas de globules rouges. La proposition est fausse. L'exercice suivant, donc vous avez les numéros de 1 à 6, voilà, des propositions, et on vous demande de mettre le numéro correspondant dans la case correspondante. Échange gazeux respiratoire entre le milieu extérieur et le corps. Est-ce que c'est la respiration cellulaire, ou bien dans la ventilation pulmonaire, ou bien dans l'assimilation? Donc l'assimilation, c'est la fabrication de la matière organique par les cellules. Pardon. Donc échange gazeux entre le milieu extérieur et le corps, c'est quoi? Bien sûr, c'est dans la case de la ventilation pulmonaire. Synthèse de la matière organique par les cellules, c'est oui, la simulation cellulaire. Réaction chimique cellulaire au cours desquelles il y a consommation de O2, rejet de CO2, donc l'oxydation des nutriments par l'oxygène. Donc c'est au niveau de la respiration cellulaire. Le 4, oxydation des nutriments, bien sûr, par les cellules pour la production de l'énergie, c'est une respiration cellulaire. Numéro 5, passage de O2 de l'air alvéolaire vers le sang, c'est la ventilation. S'effectue en présence des acides aminés et de l'énergie, bien sûr, c'est l'assimilation. Il demande de l'énergie pour la fabrication de la matière organique. Le raisonnement scientifique et la communication écrite, on vous propose en 1919, un médecin a soigné des enfants rachitiques par exposition à leur corps aux rayons solaires, et elle a obtenu le même résultat en exposant leur corps seulement aux rayons ultraviolets. Bien sûr, ces rayons se trouvent dans les rayons de soleil. Tandis qu'un autre médecin, pour la même raison, pour la même maladie, il a offert à ses malades l'huile de foie de morue. C'est un poisson, le morue c'est un poisson qui ne contient pas de sels minéraux. Donc on vous demande de définir la cause de la maladie et en se basant sur les données du texte. Donc ici on parle de vitamine D, on parle des sels de calcium bien sûr. Le rachitisme est une carence en sels de calcium et en vitamine D. Deuxième question toujours dans le même exercice. Alors, vous allez expliquer les deux méthodes utilisées pour guérir la maladie. Le premier, la soigner par l'exposition du corps aux rayons ultraviolets, et le deuxième, par leur donner l'huile de foie de morue. Donc, pour la première, comment peut-on expliquer? Pour la deuxième, comment on l'explique? Et on vous demande de proposer les précautions pour ne pas attraper cette maladie. Donc, pour la première, les rayons ultraviolets, exactement, ils transforment une matière lipidique qui se trouve sur la peau, notre peau, ce qu'on appelle les stérols,
et il le transforme en vitamine D, c'est-à-dire on gagne la vitamine D gratuitement sans l'avoir dans l'alimentation, on peut l'acheter dans la pharmacie. Donc, deuxième manière, l'huile de foie de morue, il contient aussi la vitamine D. Bien sûr que l'alimentation de cette personne-là, dans ce cas-là, doit être riche en sels de calcium parce que la vitamine D, son rôle, c'est de fixer les sels de calcium sur l'os pour lui donner la solidité. Proposer les précautions à prendre pour éviter le rachitisme. Bien sûr, il faut qu'on consomme des aliments riches en ces deux éléments, les sels de calcium et la vitamine D. Alors, pour connaître le comportement de certaines cellules envers certains aliments, on prend un morceau d'intestin, comme vous le voyez ici, grêle rempli de glucose, à l'intérieur du glucose. On le ligature des fermés ici des deux bouts, puis on trempe cela dans une solution qui contient le glucose. Alors, le document donne le résultat. Chaque temps, on prélève une solution, puis on teste le taux de glucose restant ou bien se trouvant dans ce liquide-là. Qu'est-ce qu'on a constaté? Voilà le document. Donc, lorsqu'on vous donne un document, je le répète toujours, il faut le lire tout entier. Ici, vous avez l'axe des ordonnées concentration du glucose en fonction du temps. Le temps T1, T2, T0. Ici, les concentrations. Ici, le trait plein, celui-là, c'est le glucose à l'intérieur de l'intestin et celui-là à l'intérieur de la solution ici. Donc, commençons par la première question. Donc, on vous demande d'indiquer la concentration du glucose dans l'intestin grêle au temps T1, plutôt T0, T1, T2. Donc, T0, T1. Bon, pour le T0, combien on a de glucose? Il est 100% ici, au début. Mais après, on voit qu'il y a diminution. Voilà, donc à peu près la moitié entre 0,50 et 25. Donc ici, il n'y a rien, c'est 0. Voilà les concentrations. La question suivante dans le même exercice. Analyser les résultats. Donc, on constate que le taux de glucose à l'intérieur de l'intestin, il diminue jusqu'à 0. Alors, expliquer ces changements. Comment peut-on expliquer cela? Bien sûr, le glucose, il était là et il se trouve ici. Ça veut dire quoi? Qu'il a traversé la paroi de l'intestin grêle. Alors ici, on vous demande de définir le phénomène mis en évidence et quelles sont les structures qui en sont responsables. Donc ici, je vous ai présenté un morceau de l'intestin grêle, ça c'est l'intérieur, qui est formé par des multiples replis, chaque repli des replis microscopiques, on les appelle des villosités intestinales. Donc à travers celle-là que les nutriments passent. Donc ici, que se passe-t-il? Le phénomène, c'est l'absorption intestinale. Donc la structure responsable de l'absorption, ce sont les villosités intestinales. Donc passons pour la respiration, les échanges gazeux respiratoires. Alors le document suivant montre quelques échanges respiratoires qui s'effectuent dans le corps. On vous demande en première question de montrer par des flèches quoi? En rouge le sens de propagation d'oxygène, en vert le sens de propagation du dioxyde de carbone. Donc ici les ravures, c'est-à-dire au niveau des poumons. Le O2 bien sûr va passer de l'alvéole vers ici parce que comme vous le savez, ici la pression est élevée, mais ici elle est basse. Alors que pour le CO2, il est dans le sang, il est élevé la pression, donc il doit passer du sang vers les ravures et le O2 de les ravures vers le sang. Alors qu'au niveau des cellules, bien sûr, le sang il est riche en O2, donc la pression est plus grande, le O2 passer du sang vers les cellules, et puisque les cellules ont un taux élevé de CO2, la concentration plus grande, la pression plus grande, il va passer des cellules vers le sang. Voilà, et au niveau des organes. Alors ici, détermine à quel niveau du corps s'effectuent les échanges gazeux respiratoires en A, c'est celle-là, cette partie-là, et ça au niveau de B. Donc ici, l'alvéole, les radios, c'est-à-dire au niveau des poumons, bien sûr. Deuxième, au niveau d'un organe, que ce soit cet organe. Alors ici, vous avez un muscle, un organe, bien sûr. Et on vous donne ici comme information que le sang qui entre dans le muscle, voilà ses compositions en dioxygène, dioxyde de carbone, du glucose. Et lorsqu'il sort, on a fait les analyses, voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dioxygène, dioxyde de carbone et le glucose, mais les concentrations sont différentes. Question demandée, comparer la composition du sang qui traverse le muscle.
Donc ici, on commence par du oxygène. Ici, 22 millilitres, mais lorsqu'il sort 4, que s'est passé? Bien sûr, une grande quantité qui est restée à l'intérieur du muscle. Le dioxyde de carbone, ici 42, est sorti 62, donc une augmentation du taux de dioxyde de carbone. Pour le glucose, aussi 90, lorsqu'il sort seulement 90 mg qui a resté dans le muscle. Alors, expliquez les variations des quantités de O2 et du glucose. Donc, pour la première, la quantité, donc on l'a dit, elle a diminué. Et pour le glucose, normalement aussi, il a diminué. Ça veut dire que des éléments d'oxygène et le glucose, ils ont resté dans les muscles. Pourquoi faire? C'est ça, on vous demande d'expliquer ces variations. Bien, donc, bien sûr, donc, au niveau du muscle, des cellules, il y a l'oxydation du glucose, par exemple, un nutriment. Le résultat, c'est le dégagement de CO2 et de l'eau et de l'énergie qui va être utilisée par les muscles. Et le CO2 va être dégagé pour être transporté par le sang pour revenir au niveau des poumons pour qu'ils puissent se débarrasser de ce gaz-là. Donc ici, vous avez un cœur, ici le niveau 1, et on vous demande de montrer par des flèches le sens de la circulation du sang. Donc commençons par ici l'oreillette. Bien sûr, le sang va passer vers le ventricule et puis l'aorte pour les organes. Et puis dans l'autre partie des poumons, la veine pulmonaire. De l'autre côté, j'ai mis ici la couleur rouge. De l'autre côté de l'oreillette droit, ventricule droit vers l'artère pulmonaire en direction des poumons pour qu'ils puissent être débarrassés de CO2 et s'enrichir de O2 et puis il va revenir. Alors, ici, la partie A, pourquoi le sang il est riche, il est rouge? Parce qu'il est riche en O2 et celui-là, il est riche en dioxyde de carbone. Sa couleur est rouge sombre. Donc, la deuxième question, comparez les deux éléments 2 et 8. Donc, le 2, ici, vous avez du sang qui est venu des organes, traverse le cœur pour qu'il être transporté au niveau du niveau 1 pour qu'il être débarrassé du CO2 et s'enrichir en O2. Et voilà, il va revenir riche par la veine pulmonaire vers le cœur. Alors, expliquez que se passe-t-il au niveau 1? Bien sûr, au niveau 1, il y a un échange gazeux respiratoire entre le sang et l'air alvéolaire. Donc, question suivante, quel est le rôle des éléments 9 et 10? L'élément 9, c'est celui-là, c'est la veine cave inférieure, et l'élément 10, c'est la veine cave supérieure. Donc, ces deux veines, le premier, la 9, il transporte le sang, il ramène le sang de la partie inférieure du corps vers l'oreillette droite, et celle-là, il ramène le sang de la partie supérieure du corps vers aussi l'oreillette droite. Et on vous demande d'expliquer de quelle circulation s'agit-il ici. Ici, cœur-poumon, cœur-poumon. Voilà. Voilà. Donc, c'est la petite circulation, on l'appelle aussi la circulation pulmonaire, cœur-poumon. Alors, ici, la question suivante. Complétez ce schéma-là parce qu'il est incomplet pour compléter la circulation totale en ajoutant les organes. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter l'aorte, voilà, c'est le départ. Puis, au niveau de plusieurs organes, et puis le sang va retourner par la veine cave inférieure vers le cœur. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider pour normalement aider pour la préparation de votre contrôle de ce premier semestre. Et je vais vous laisser avec Winston Churchill, qui était un ancien premier ministre du Royaume-Uni, qui dit que agir toujours comme s'il était impossible d'échouer. Et bon courage une autre fois et à la prochaine fois. Merci de votre attention.